Alors maintenant, je vais vous présenter donc Adeline Éloi. Alors Adeline Éloi Gavazzi est une amie aussi. Elle vient de Toulouse. Elle a travaillé toute sa carrière dans l'éducation nationale puisqu'elle a été conseillère pédagogique. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous. Elle ne peut pas être avec nous. Je vais la laisser parler dans une seconde. Mais je voulais vraiment vous la présenter parce que aujourd'hui, il y a une nouvelle échelle de vigilance. Déjà, le terme de échelle de vigilance me plaît énormément. Qu'elle a co-construit avec, donc sur base d'à peu près 3500 enfants français et qui s'appelle l'approche dynamique de l'écriture. Donc, c'est à la fois une échelle, mais c'est aussi une nouvelle compréhension que l'écriture ne peut pas être observée sans le scripteur. Donc, c'est vraiment ce binôme scripteur-écriture qui l'a intéressée, qu'elle a étudié et à partir de laquelle elle a proposé une échelle de vigilance qui est absolument remarquable à mon avis. Donc, je la laisse parler maintenant. Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous, même si ce n'est pas physiquement. Avec ce titre, de l'intention de dire à l'expression écrite, je vous propose de suivre le cheminement du jeune élève de maternelle qui passe des premiers tracés graphiques à l'écriture. L'accent est mis sur son intention, autrement dit son projet plus ou moins conscient, d'agir pour dire à l'autre, pour communiquer avec lui. Je m'appuierai, pour accompagner mon propos, sur mon expérience d'institutrice, de psychologue de l'éducation et de graphothérapeute. Je me situerai dans le cadre de l'institution scolaire. Le dessin du bonhomme de Laurie, moyenne section de maternelle, introduit la réflexion que nous allons mener en commun. Il illustre la phrase de deux maîtresses de petite section rencontrées pour préparer cette intervention. Elles me disent « Dès Noël, je sais lequel de mes élèves a dessiné chaque bonhomme, alors qu'il ne ressemble pas du tout à son auteur, et souvent, heureusement. Nous allons nous demander comment ce dessin du bonhomme, portrait peu ressemblant, exprime l'identité de son artisan. Pour construire une trace écrite, nous avons tous besoin de 4 matériaux. Un trait, une forme, un espace, un mouvement. Je vous demande de ne pas vous satisfaire des mots, mais de vous les représenter concrètement. Le trait, ici la coulée d'encre, en est l'élément essentiel. Il peut être solide, vacillant, appuyé, léger. La forme est celle des lettres. C'est une forme qui obéit à un code alphabétique et social. L'espace, celui de la feuille dans laquelle les mots sont organisés et ordonnés. Le mouvement, il est indispensable. Si la pointe du crayon fait du surplace, il n'y a ni dessin ni écriture. Chacun, quel que soit son âge, dispose de ces 4 matériaux. Il s'en sert et les combine d'une façon qui lui est propre. Le nombre des combinaisons possibles est illimité. Il y en a des milliers, des millions, des milliards sans doute. Dans le cas qui nous intéresse, l'enfant sélectionne donc, le plus souvent inconsciemment, les combinaisons qui le satisfont le mieux, sans perdre de vue le regard de l'autre, la maîtresse, ses parents, ses copains. Il effectue donc des choix. Comme nous allons le voir, ce choix est identitaire. Il est différent selon les individus. Observons les 2 dessins de la ligne inférieure. La consigne donnée était la même. Je dessine pour exprimer. Chacun utilise et combine les matériaux d'une façon personnelle. Ce sont les dessins de 2 enfants du même âge, Gabriel à gauche et Caïs à droite. Le trait est fin et impatient chez Gabriel. Il est plus sensoriel chez Caïs. La forme, abstraite chez Gabriel,
et plus sensorielle chez Caïs. Gabriel laisse beaucoup de blanc sur la feuille alors que Caïs envahit l'espace. Le dessin de Caïs est stable, bien calé dans la feuille. La maîtresse a écrit sous la dictée de l'enfant. Pour Gabriel, c'est une machine qui fabrique de l'électricité pour les maisons. Et pour Caïs, le robot, le roi, le frère avec son neveu qui saute. Cette phrase écrite est importante. Devant l'enfant, la maîtresse transforme son dire en écriture. Au-delà du plaisir, plaisir du geste, plaisir de donner à voir à l'autre, la maîtresse introduit le plaisir de dire en écrivant. Pour passer du plaisir du geste spontané à celui de l'écriture, l'enfant doit s'approprier des contraintes. Chez l'enfant d'âge scolaire, le geste ne se réduit pas à un élan graphique spontané. Le geste émerge d'un projet, d'un désir plus ou moins conscient qui en est le moteur. Cette motivation, ce désir de l'enfant, a besoin d'être canalisé par des contraintes pour devenir un moyen d'expression efficace. Sans elle, cette force qui le pousse à agir s'épuiserait. Un peu comme l'eau s'évapore et disparaît dans le sol, si elle n'est pas recueillie et canalisée pour devenir utile. Certaines contraintes sont personnelles et souvent inconscientes. Elles orientent le choix des caractéristiques de chacun des 4 matériaux et leur configuration. L'enfant est guidé par le résultat qu'il souhaite obtenir, réaliser une belle page, faire plaisir à sa maîtresse, se faire plaisir. D'autres sont culturelles et sociales. Elles sont attachées à la tâche, utilisation du crayon, dimension de la feuille de papier, choix d'une posture, ou bien liées aux objectifs de la classe à un moment donné. Observons comment ces contraintes s'expriment dans les dessins que nous venons de voir. Revenons à la diapositive 4. Le tracé est beaucoup plus libre dans les 2 dessins de la ligne inférieure. Il correspond à une consigne ouverte. Je dessine pour exprimer. Alors qu'elle est plus directive pour les dessins du haut, je dessine une maison. La page est bordée par de nombreuses cases pour que l'enfant utilise des graphismes inspirés par un modèle donné. Je décore avec des graphismes simples. Dès les premiers dessins, la contrainte d'une forme définie apparaît. Découvrons maintenant les contraintes dans 2 écritures. Écrire impose de respecter le code social de l'écriture, alphabet et mise en page. Les contraintes sont importantes et leur poids agit sur le tracé. Alois est en grande section de maternelle. Il s'exerce à recopier 3 mots qu'il a étudiés auparavant. On voit que ses erreurs augmentent avec la longueur du mot. L'élan est freiné, le trait est tremblé, la forme est parfois incorrecte. La marge de gauche est cependant respectée. Il n'y a pas de mouvement, les lettres sont juxtaposées. L'enfant fait un effort, toute son énergie est mobilisée. On l'imagine courbé sur sa feuille, crispé, tirant la langue peut-être. Matteo est au CP, il copie un texte. Les contraintes et sa motivation cohabitent de façon efficace. Il éprouve de la satisfaction à bien écrire. On voit que la motivation et les contraintes interagissent. Pour réfléchir à cette interaction, suivons ce qui s'affiche sur la diapositive. Une motivation forte est nécessaire pour que le crayon avance sur la ligne, pour que l'enfant s'engage dans un acte volontaire, écrire ou dessiner.
Il existe des contraintes qui stimulent et d'autres qui freinent. Si elles constituent un obstacle infranchissable, elles étouffent l'élan et bloquent le geste. Le rôle de l'éducateur est de trouver un équilibre entre la motivation et les contraintes afin que leur combinaison donne vie et nourrisse l'acte d'écrire. Il est de soutenir la dynamique de l'enfant et, en même temps, de donner du sens aux contraintes. Celles-ci s'expriment à travers des consignes claires et précises. Par exemple, je dessine pour exprimer ou bien je décore en utilisant des graphismes simples. Elle s'adresse directement à l'élève qui comprend que, grâce à elle, il réussit à obtenir un résultat satisfaisant pour lui, pour la maîtresse et, au-delà, l'environnement social. Des exercices progressifs, adaptés aux compétences et aux aspirations de l'enfant sont proposés. Ils mettent l'accent sur le respect de règles communes, tout en favorisant l'expression personnelle de chacun. Analysons le rôle de l'éducateur à partir de 2 dictionnaires personnels de signes graphiques. En haut, le modèle proposé par la maîtresse et utilisé dès la petite section. En bas, 2 dictionnaires personnels dessinés par des élèves de grande section. Cette création s'inscrit dans une progression dès la petite section. D'abord, on imite le modèle, puis on crée à partir de lui. Les différences observées entre les réalisations de Léonore et Andrea sont riches sur le plan pédagogique. Chez Léonore, la motivation naît dans la création de formes nouvelles. Elles sont d'autant plus habiles qu'ils s'éloignent du modèle. Au contraire, Andrea ne s'éloigne pas du modèle, sa proximité le rassure. La satisfaction éprouvée par chacun de ces 2 enfants est de nature différente. Pour Léonore, c'est le plaisir de se sentir autonome, d'explorer d'autres graphismes. Pour Andrea, au contraire, c'est de respecter la consigne. Son effort d'imitation le satisfait et le stimule. La relation que créera l'enseignant avec chacun d'eux sera donc différente. Nous allons voir que les contraintes de l'écriture ne nuisent pas à l'expressivité du tracé. Dès la première année de maternelle, lorsque l'enfant effectue ses premiers pas dans l'écriture, l'effort pour dépasser les contraintes n'étouffe pas l'expression personnelle de l'enfant. Dans l'écriture et dans le dessin, on retrouve les mêmes caractéristiques identitaires dans le trait, la forme, l'espace et le mouvement. Observons cette cohérence identitaire dans l'écriture et le dessin de 2 enfants de grande section. Ils ont copié 3 mots étudiés auparavant, rue, jeudi, renardeau. Ils ont dessiné 4 éléments imposés, un soleil, une maison, de l'eau, un serpent. Chez Mélanie, dans le dessin comme dans l'écriture, le blanc et la douceur dominent. Le trait est fin et léger, les consignes sont respectées avec souplesse. Elle ajoute de la fantaisie et de la vie, le papillon, les petits nuages bleus, la fumée de la cheminée. L'écriture est appliquée sans crispation. Elle arrive à concilier le plaisir de bien faire et les exigences de l'écriture. Chez Anaé, la dynamique est forte, pas toujours bien canalisée. Le trait est appuyé, la dimension des lettres importantes, l'espace investi. Quand la difficulté augmente, il griffonne, noircit le trait, revient en arrière. S'il n'arrive plus à maîtriser, il se débat avec courage. Il a besoin d'être accompagné pour ne pas être dépassé par ses émotions et son impulsivité. Après 6 mois de CP, la plupart des élèves ont acquis le code alphabétique. Ils lisent des phrases simples et sont capables de les recopier. Ils obtiennent un résultat lisible qui les satisfait.
Leur écriture est un langage qui leur appartient et les représente aux yeux des autres. Ils réussissent à concilier leur motivation et les contraintes sur un mode identitaire. Le tandem écriture-scripteur fonctionne. Comparons l'écriture et le dessin de deux enfants de CP recueillis comme précédemment au cours d'un test. Chez Angélie, les verticales sont privilégiées, tant dans l'écriture que dans le dessin. Le désir de maîtriser domine, elle anticipe, surveille la qualité de sa production, respecte la consigne, ne néglige aucun détail. Dans le dessin, par exemple, pour rendre vraisemblable la présence de l'arc-en-ciel qu'elle veut dessiner, elle ajoute un nuage menaçant à côté du soleil et de grosses gouttes d'eau. Chez Noémie, le trait est plus souple, presque lâché. L'écriture est étalée, un peu négligée. Les formes sont parfois escamotées, comme le J. La ponctuation est exagérée, des majuscules absentes. La dimension est très inégale. Elle s'adapte aux consignes sans trop s'y appesantir. Dessin et écriture donnent des informations convergentes. Chacune des deux enfants a su concilier sur un mode différent les contraintes de l'exercice et sa satisfaction propre. En dessinant, l'enfant recherche un double plaisir. Plaisir sensoriel né d'un geste expressif, mais aussi plaisir de donner à voir une réalisation personnelle et donc d'exister aux yeux des autres, adultes ou enfants. Ce regard est nécessaire, il est à l'origine du sentiment d'identité. À l'école, dessin, graphisme et écriture jalonnent un parcours progressif. En écrivant, le jeune élève acquiert non seulement une compétence, mais aussi et surtout, il s'approprie un instrument identitaire et social qui le rend autonome. Dans cette conquête, le rôle de l'éducateur est essentiel. En proposant des contraintes adaptées et signifiantes qui nourrissent la motivation de l'enfant, il l'aide à s'inventer, à se sentir exister dans une société dans laquelle il est difficile de trouver sa place. Je vous remercie pour votre écoute.